Dans cette partie, nous voulons étudier un système d'hydraulique en charge. Nous avons choisi le système suivant. Donc un réservoir en haut, un tuyau, puis un raccordement Y qui est raccordé à 2 tuyaux. Nous avons choisi de prendre des tuyaux avec les mêmes diamètres et de modifier la hauteur de sortie. Donc le problème, c'est de chercher à savoir à quelle différence de hauteur des deux sorties nous arriverons à obtenir des débits égaux à chaque sortie. Alors avec le matériel mis à disposition aux salles de TP, nous ne sommes pas parvenus à trouver 2 tuyaux de même longueur et de même diamètre. Nous avons donc choisi des tuyaux de longueur assez proches, donc 2,95 m et 3,45 m. Donc ils sont assez longs pour pouvoir changer la cote de la sortie facilement. Nous avons attaché notre raccord à une table afin que le raccord soit plat et que l'écoulement ne soit pas influencé par celui-ci. Et nous avons installé une sortie à la cote 0 au sol. Et après, on a fait plusieurs essais pour observer les débits et déterminer une certaine hauteur où les débits nous paraissaient égaux. Donc ça, c'était la partie d'observation. Ensuite, nous avons fait une première mesure à 1,20 m de hauteur. Et on a procédé comme suit. Nous avons ouvert la vanne, puis attendu le régime permanent. Une fois qu'il était établi, nous avons changé de récipient et chronométré pendant une dizaine de secondes. Ensuite, nous avons pesé les seaux afin de comparer les deux poids. Donc on remarque qu'à la cote 0, on avait beaucoup plus d'eau qu'à la cote à hauteur variable. Donc nous avons réitéré l'expérience. On a décidé de baisser la cote à 1,10 m, puis 1,02 m, puis 90 cm. On remarque du coup qu'à 90 cm, la tendance s'inverse et que c'est le seau à hauteur variable qui contient le plus d'eau. Donc on s'est dit que la valeur où les débits étaient égaux était entre 93 cm et 1,02 m. Et on a du coup mis nos résultats dans un tableau. On remarque du coup que notre courbe a une pente très forte. Donc on s'est dit que la valeur prise à 93 cm était peut-être un peu basse pour le saut à hauteur variable. Mais la tendance des deux courbes nous paraissait quand même logique par rapport à ce qu'on attendait. Nous avons voulu comparer nos résultats avec une simulation issue du logiciel EPANET. Nous avons donc reproduit notre montage sur le logiciel avec une entrée à débit constant et nos deux sorties. Nous avons simulé les mêmes longueurs, les mêmes diamètres et les mêmes débits que dans notre montage expérimental. Nous avons ensuite effectué de la même manière que dans notre expérience des tests à différentes côtes de sortie du tuyau haut et en fixant le tuyau bas à une cote de 0. Nous avons obtenu une hauteur d'égalisation des débits de 6 cm, ce qui est très différent de nos résultats expérimentaux puisque nous avions obtenu entre 90 cm et 1,02 m. Donc on peut expliquer ces différences de par un manque de précision de nos expériences. Le régime permanent était en effet parfois très long à atteindre, ce qui fait que certaines de nos mesures ont probablement été relevées alors que le régime était encore transitoire. De plus, notre montage n'était probablement pas assez stable et a pu se modifier légèrement pendant nos mesures, notamment au niveau du raccord séparant les deux tuyaux de sortie. Il s'agirait donc, afin d'améliorer notre étude d'hydraulique en charge, d'effectuer de nouveau des séries de mesures avec un montage plus adapté, plus stable, afin de réduire les erreurs de mesure sur les différentes côtes de sortie, et avec des tuyaux plus courts. Le but de la première expérience, c'est de trouver le coefficient en perte de charge d'un obstacle, donc un seuil, qui sera ici matérialisé par un demi-tube souple, qu'on va poser donc au début du canal. On mène l'expérience dans un canal de longueur de 1,80 m sur 15 cm de largeur, donc on met ce demi-tube souple au début du canal afin de perturber l'écoulement. Les paramètres du débit, de la pente et de la rugosité du canal, donc le plexiglas, sont fixés. Et on cherche à comparer la perte de charge avec obstacle et sans obstacle. En effet, sans obstacle, la perte de charge correspondra uniquement à la perte de charge régulière. Et avec obstacle, on aura donc la somme entre la perte de charge singulière et la perte de charge régulière, ce qui vous permettra par différence de retrouver la perte de charge singulière et donc le coefficient de perte de charge singulière correspondant à l'obstacle.
Pour calculer cette perte de charge, on va utiliser le système des tubes de Pitot. On va placer un tube de Pitot en amont du seuil et un autre en aval du seuil, ce qui va nous permettre de trouver la perte de charge entre la différence de hauteur. On répète cette expérience 6 fois, donc en vidant le canal entre chaque essai, afin de maximiser la précision de notre coefficient de perte de charge singulière. Donc on trouve les résultats suivants sans obstacle et avec obstacle pour la perte de charge, ce qui nous permet de remonter à la perte de charge singulière. Donc on trouve un résultat de 0,4 cm avec une incertitude de 0,3 cm. Et avec la formule suivante, on peut retrouver le coefficient de perte de charge singulière. Donc on remarque que l'incertitude est forte par rapport au résultat, ce qui peut s'expliquer par la faible précision de lecture au niveau des tubes de Pitot. Pour la deuxième expérience, on va donc montrer que le coefficient de Strickler, KS, ne dépend que de la rugosité et de la sinuosité. La sinuosité du canal ne pouvant pas être modifiée, on ne doit pas regarder son influence sur le coefficient KS. D'abord, on utilise la formule de Manning-Strickler qui relie la vitesse, le KS, le rayon hydraulique et la pente. Donc pour connaître quels paramètres influencent KS, c'est-à-dire lesquels entre la rugosité et le débit et la pente, on va donc fixer 2 paramètres et faire varier le troisième et voir comment le coefficient varie. On note que la pente sera trouvée en la mesurant, la rugosité sont données dans des tables et le débit peut être calculé avec le volume pour en déduire la vitesse. Ainsi, on pourra confirmer que le coefficient KS ne dépend bien uniquement de la rugosité et non pas du débit ou de la vitesse ou de la pente. Eh Mathias, tu fais quoi là? Il y a la vidéo d'APP à faire. Quoi? Mais Oh si, ce non. soir. Mais mec, j'étais en train de fumer en plus. Ouais, moyen quand même. Hein. Bon allez, vas-y, dépêche-toi, tiens, mets la chemise, vite. Pourquoi tu chemise? Si, faut être bien habillé. C'est bon, t'es prêt? Ouais, vas-y, ça part. Nous allons maintenant vous présenter notre étude de la turbine Francis. Nous allons maintenant vous présenter notre étude de la turbine Francis. Tout d'abord, nous allons décrire le fonctionnement de ce type de turbine. Ensuite, nous détaillerons l'expérience que nous avons menée à l'INSET avec le matériel à disposition. Enfin, nous verrons comment cette expérience nous a permis de conclure sur les paramètres de fonctionnement optimaux de la turbine. La turbine Francis fait partie des turbines à réaction qui transforment l'énergie de pression de l'eau en énergie cinétique dans le distributeur et dans le rotor. Elle est adaptée à des hauteurs d'eau entre 30 et 300 mètres. Le distributeur est alimenté en eau par un carter en spirale. L'eau en écoulement est accélérée dans le distributeur par les hommes directrices réglables et dirigées sur les hommes mobiles. Le changement de direction et l'accélération continue de l'eau dans le rotor génèrent une impulsion qui est transmise au rotor. Le rendement de la turbine est défini comme le rapport entre la puissance mécanique fournie par la turbine et la puissance hydraulique qu'on lui apporte. Il est noté eta et est égal à C oméga sur Q delta P, avec C le couple de résistance appliqué au rotor, oméga la vitesse de rotation du rotor, Q le débit d'eau en entrée de la turbine, et delta P la pression relative de pompage en amont de la turbine. Le dispositif expérimental présent à l'ENSET permet de mesurer les grandeurs utiles au calcul du rendement. Lorsque la turbine Francis est en fonctionnement, on peut tout d'abord lire la pression relative de pompage sur un manomètre. On peut ensuite, grâce à une valve, détourner la sortie d'eau afin de remplir une jauge qui nous indique le volume d'eau qui sort de la turbine pendant un temps donné. Cela permet le calcul du débit d'eau circulant dans la turbine. On peut également calculer la vitesse de rotation de notre turbine grâce à un tachymètre optique.
Enfin, on peut mesurer le couple exercé sur le rotor à l'aide du frein à bande et des deux balances qui lui sont reliées. Pour terminer, il est possible de faire varier l'inclinaison des aubes directrices en entrée de la turbine. En calculant le rendement pour différentes inclinaisons des aubes directrices, on a pu déterminer la valeur de cet angle permettant un fonctionnement optimal. Enfin, on a fixé la valeur de l'inclinaison à cette valeur optimale et on a fait varier le débit afin de, à nouveau, déterminer le débit permettant un fonctionnement optimal. On a trouvé une inclinaison de 10 degrés et un débit de 2,8 x 10-4 m3 par seconde. Ces valeurs sont en accord avec les données... Oh, vas-y, Mathias, là, fais un effort. Ah, mec, je suis enrhumé. Vas-y, c'est bon, la guerre, c'est tout.